j'ai appris effectivement qu'un projet de transformation donc d'un ancien cinéma qui est le Marignan ici, chaussée de Louvain, allait voir le jour et que, en fait, d'ailleurs les propriétaires sont dans la salle, je les ai invités, ils ont répondu favorablement et donc ils prendront la parole après. Et en fait, ce projet serait un projet évidemment vous m'entendez bien? Oui. D'implantation d'une nouvelle discothèque de pratiquement 2000 places. Alors évidemment, j'ai lu dans la presse courant avril, je ne citerai pas le nom des journaux, mais évidemment la presse a l'air de dire que le projet est déjà signé, ficelé et déjà posté à la poste. Et donc en fait il devrait voir le jour, là effectivement je laisserai la parole au propriétaire, il devrait normalement voir le jour le 14 septembre prochain. Alors il y a certainement ici des personnes qui habitent bien plus longtemps que moi dans la commune, je n'y habite que depuis 22 ans. Et donc, vous savez comme moi, en tous les cas, ceux qui sont là d'avant et ceux qui le découvrent, qu'avant c'était évidemment un cinéma, et qu'effectivement, bon an, mal an, l'affectation a été changée, et que effectivement, la dernière affectation était effectivement une salle de fête, une salle où on faisait des mariages, où on faisait des banquets ou des réunions, et sur les documents que j'ai en ma possession, que je vous remettrai à la fin, effectivement, il y avait une capacité de grosso modo 900 personnes. Il faut savoir que nous avons appris également que les propriétaires donc envisageaient de faire de gros travaux, mais ça ils le diront eux-mêmes si c'est vrai ou faux, et qu'effectivement, dans notre esprit, dès qu'il s'agit de travaux, pour nous, il s'agit effectivement de permis d'urbanisme, puisqu'en fait, il y a de gros travaux intérieurs à effectuer, et qui dit travaux, qui dit effectivement permis d'urbanisme, et qui dit 2000 personnes dans cette discothèque, pour nous, il est clair aussi que ça va avoir une incidence très importante sur le quartier. Alors, malheureusement, je dirais que les propriétaires actuels vont malheureusement devoir subir les critiques de ce que nous vivons déjà tous quotidiennement, enfin quotidiennement, le vendredi soir, le samedi soir, et ponctuellement avec le Claridge et le Myrano, nous subissons déjà des nuisances avec ces deux établissements qui effectivement drainent une population qui a le droit de faire la fête, mais en fait ces gens vont faire la fête au moment où vous allez dormir et où les commerçants ont terminé. Donc en termes, je dirais, de retour sur la commune, si je puis dire, à part les nuisances et les bruits, ni les commerçants ni les habitants nous en retrouvons un quelconque intérêt. Sinon, effectivement, des gueules de bois le matin, non pas d'avoir picolé, mais d'avoir... Mais heureusement, nous sommes dans un pays de droit, et il y a des règles, et des règles urbanistiques. Et donc, nous n'avons pas encore toutes les informations, mais il nous revient d'Interenvironnement Bruxelles, via le COBAT. Alors le COBAT, qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? C'est le plan d'aménagement du territoire. En fait, le COBAT prévoit certaines prescriptions, certaines possibilités et certaines obligations pour les demandeurs d'un projet. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, les demandeurs vont effectivement, selon nous, changer l'affectation du bien. Et même si comment dirais-je, si les demandeurs sont de bonne foi, j'ai les documents de l'inspection du cadastre qui, pour eux, le Marignan est toujours cadastré comme salle de cinéma. Alors, ça c'est un problème probablement de la commune. On est dans une commune où effectivement l'information se véhicule très très lentement. Je sais par expérience qu'il y a effectivement des permis qui n'ont pas encore été transmis depuis plus de 10 ans à l'inspection du cadastre. Donc tout ça pour vous dire que ce projet, même si les journalistes, même si le bourgmestre, qui je l'espère dort tous les week-ends comme moi ici à Saint-Josse, moi je n'en sais rien. En tous les cas, ce projet mérite en tous les cas l'assentiment de la population et je dirais des habitants. Bonjour à tous. Bon, on est venu un peu dans l'urgence, qu'on a été convoqué hier soir, donc on s'est organisé pour venir. Moi je suis propriétaire des murs du Marignan depuis 5-6 ans et ça a été une salle d'événement, une salle de fête pendant quelques années, puis ça s'est un peu dilité, c'était pas très convaincant. Donc le dernier locataire est parti il y a un an et demi je pense, un an et demi. Et nous avions entamé un premier projet qui était de refaire des salles d'événements, mais plus haut de gamme, rénover entièrement le bâtiment. Entre-temps, j'ai rencontré Daniel qui est le promoteur du projet. Je vais vous parler du projet en lui-même plus après. Et nous avons convenu que
son projet allait probablement convenir à l'endroit qu'on possédait, puisqu'on croit au développement de ce projet. Juste pour vous donner une petite idée de ce que nous faisons, ça c'est important, nous sommes des promoteurs immobiliers qui nous intéressons non pas comme des promoteurs classiques à faire de la découpe. Nous achetons des bâtiments et nous essayons de rénover ou de réaffecter des bâtiments qui ont une histoire ou qui ont des caractéristiques architecturales, historiques. Donc les projets que nous avons menés à bien dernièrement, c'est par exemple, nous avons reconstruit Chalet Robinson dans le bois. Donc ça a été une aventure qui a duré quelques années, parce que nous avions aussi beaucoup de problèmes qui s'étaient accumulés au fil et à mesure des années. Nous restructurons aujourd'hui le bâtiment Rix, avenue Louise, 342-344, qui est aussi le plus beau bâtiment du début du siècle, avenue Louise. Nous sommes propriétaires du Palais en Pin, rue du Congrès, où là aussi nous avons développé avec les monuments ici tout un projet. Les travaux ont commencé, on en a pour 3 ans de travaux, mais on va redonner vie à ce magnifique bâtiment 8000 m² qui est à l'abandon depuis pas loin de 10 ans maintenant. Bon, là, le type de projet auquel on s'intéresse. Quand j'ai acheté le Marignan, ce qui m'intéressait, c'était évidemment l'histoire du bâtiment. La qualité de locataire qu'on a eu jusqu'à présent ne justifiait pas ce bâtiment, soyons clairs. C'était un peu tout et n'importe quoi. On a essayé de gérer ce dont on a hérité quand on a acheté, parce qu'on nous a évidemment, comme souvent, caché la réalité de la qualité des locataires. Quand le bâtiment s'est vidé, on a eu des propositions de commerçants, de promoteurs qui voulaient en faire du résidentiel, ou un récommercial du résidentiel, comme il y a un peu plus loin à gauche, comme la promotion de Château Promotion sur le coin. Ça tombe sous le sens, bâtiment traverse, de pouvoir avoir un accès rue Scalquin et sur la chaussée de Louvain, donc ce bâtiment était assez bien mis pour faire de la promotion. Il y avait 2 problèmes à ça. Un, on allait massacrer le bâtiment, ce qui me paraît pas une bonne idée. 2, la cohabitation avec l'architecture du bâtiment était quasi impossible. C'est-à-dire, en gros, si on allait faire du résidentiel dans ce bâtiment, on devait ne pas respecter, ce qui n'est d'ailleurs pas classé, c'est-à-dire l'intérieur, mais ce qui pour moi est le plus beau, c'est-à-dire le plafond et la hauteur sous plafond qu'on avait dans ce cinéma. La façade étant classée, celle-là on ne pourrait pas y toucher, donc il y avait une première entrée, puis une seconde entrée qui serait créée à l'intérieur. On n'aurait pas touché l'extérieur, mais l'intérieur aurait été massacré. Quand on s'est rendu compte que le bâtiment avait été transformé au fur et à mesure des années de manière un petit peu anarchique, notamment cette dalle de béton qui traverse la totalité du bâtiment, et qui évidemment fait gagner des mètres carrés au promoteur, c'était bien l'esprit du promoteur à l'époque, mais évidemment enlever toute la perspective du bâtiment. Donc on a imaginé, même dans l'affectation de salle de fête qui est celle qu'on a, de recréer le volume, donc de faire une mezzanine, enlever cette dalle de béton qui a été créée, perdre des mètres carrés, mais redonner la vie et redonner le volume du bâtiment. Ça c'était le premier projet. Ensuite, on s'est intéressé à l'affectation pour que ce projet soit rentable et soit pérenne, parce que changer de locataire tous les 18 mois ou tous les ans comme on l'a fait depuis le début, ça ne paraissait pas une bonne idée. D'abord financièrement, soyons clairs, c'était pas très rentable, et secondo, on essaye d'avoir des locataires qui tiennent la route sur la distance, parce que notre boulot c'est pas d'être en conflit avec des locataires en permanence comme on a pu l'être dans ce bâtiment. C'est pour ça qu'on en a repris le contrôle. Aujourd'hui, le projet du Gotha Club que va vous exposer Daniel, non seulement je le soutiens, mais je suis prêt à, en tant que propriétaire, y investir pas mal d'argent. C'est-à-dire investir de l'argent dans l'architecture et dans la rénovation complète du bâtiment, avant de le louer et de l'expliquer. Juste avant qu'on vous présente le projet en lui-même, commercialement parlant, je vais vous dire qu'on est très attentif, et si vous regardez les projets qu'on a fait dernièrement, pour nous, on ne travaille que dans du haut de gamme, c'est ce qu'on a envie de faire, quelque chose de qualitatif et sur la durée. C'est pas toujours facile à défendre comme projet, surtout aujourd'hui,
C'est quasi impossible à financer, surtout aujourd'hui, mais on ne croit qu'à ça et on n'investit que dans ça. Si on voulait faire un coup aujourd'hui, c'est très facile. On le vend à un des 2 ou des 3 chaînes de magasins qui veulent l'acheter. Ils vont en faire un rez-de-chaussée commercial, faire des appartements au-dessus ou des bureaux, peu importe, et ce sera réglé. Alors c'est vrai que peut-être que pour le voisinage ou pour la rue, ça va pas changer grand-chose, mais c'est malgré tout une architecture que je considère remarquable, qui disparaîtrait, ou en tout cas qui serait pas mal endommagée. Financièrement, c'est la meilleure solution. Mais dans l'esprit du patrimoine qu'on a envie de créer et qu'on maintient, on a envie de faire quelque chose qui soit un petit peu plus ambitieux et un petit peu plus qualitatif que ça. Donc, je crois que vous pouvez avoir accès au projet. Alors, évidemment, on est pris de court, donc on n'a pas pu vous amener des plans ou quoi que ce soit. Mais je crois que si vous vous renseignez ou si vous regardez les projets qu'on a fait jusqu'à présent, qu'on a développés jusqu'à présent, vous verrez que tous les projets qu'on a fait sont qualitatifs. En ce qui concerne Saint-Josse, depuis peu de temps, je ne suis plus à Saint-Josse, mais j'étais à Saint-Josse. J'habitais face au Botanique, dans un projet que j'ai développé au-dessus des anciens pianos Kaufmann, au dernier étage, donc voisin du projet d'hôtel qui fait tout le coin. Donc j'ai participé à toutes les réunions qui ont prévalu à ce magnifique projet que je continue moi à supporter, même s'il est difficile à mettre en place. Pourquoi Saint-Josse? C'est parce que je trouve que c'est une commune, et je m'en suis expliqué à plusieurs reprises, notamment avec M. Demanet, qui souffre très fort de son image auprès des Bruxellois, dont je fais partie. Enfin, je ne fais pas partie des Bruxellois, mais je suis un nouveau Bruxellois depuis quand même une vingtaine d'années. Et qu'aujourd'hui, il y a une ségrégation qui se fait. Cette ségrégation ne se fait jamais chez les étrangers. J'entends par là, si vous parlez d'un investissement conséquent à un Bruxellois, en résidentiel par exemple, et vous lui donnez la même surface pour le même prix entre le Prince d'Orange à Uccle et la rue Royale, il vous rit au nez en pensant qu'on ne parle d'un autre monde, il ne faut pas se qu'un passeport pour venir. Moi je pense le contraire, et je pense surtout le contraire pour les étrangers. Le projet de Gotha Club que va vous expliquer Daniel, c'est un projet qui intéresse aussi les étrangers. Et quand vous parlez aux gens qui arrivent en Belgique, dans un hôtel ou qui viennent passer une semaine ou qui habitent en Belgique pour quelques mois ou quelques années, notamment les fonctionnaires européens, pour eux, Saint-Josse ou Uccle, c'est exactement la même chose. Donc nous, on continue à croire et à défendre des projets qui sont en décalage. Le dernier que nous défendons, pour lequel nous avons été très très actifs, c'est la tour Upside qui se construit. Alors c'est pas Saint-Josse, mais elle se construit le long du canal. Il y a une tour de 140 mètres de haut qui se construit avec 232 appartements. On a investi dans les appartements du penthouse, donc qui sont les plus chers entre guillemets, parce que nous croyons là aussi que le New-Yorkais ou le Parisien qui débarque à Bruxelles, Saint-Josse pas Saint-Josse, canal pas canal, il ne fait pas la différence. Donc voilà notre politique d'investissement. Elle est plus risquée que la plupart de nos partenaires, mais pour le moment on s'en réjouit, et en tout cas on la défend ardemment à chaque fois qu'on a des fortes de projet. Donc je répondrai à toutes vos questions bien évidemment, mais je vais laisser d'abord Daniel expliquer ce qu'est le Gotha Club et à quoi ça sert. Bon dimanche à tout le monde, je m'appelle Daniel. Donc voilà, moi je voulais un peu vous expliquer la philosophie. Didier a très bien expliqué la problématique qu'on retrouve à Saint-Josse et l'image que Saint-Josse a. Moi j'ai grandi à Molenbeek, dans la partie la plus compliquée de la commune, donc je connais un peu cette ségrégation, ce qu'on peut en dire, des coins un peu plus modestes. Donc j'étais sur le point de signer un bâtiment dans le centre-ville pour y ériger le Gotha Club. C'est la salle de la Madeleine, à côté du Youv. Donc voilà, on a travaillé longtemps sur ce projet et un jour, avec Didier, il m'a dit voilà, on a un superbe endroit à Saint-Josse. Et je me suis dit je vais quand même aller le voir, même si Saint-Josse reste compliqué. Je suis arrivé dans la rue, je suis rentré dans le bâtiment et je suis tombé amoureux. Ce bâtiment est vraiment exceptionnel, super beau, et je me suis dit on ne peut pas passer à côté de ce bâtiment qui reste quand même le plus vieux cinéma de Bruxelles. Et ce qu'on vous a dit tout à l'heure par rapport à la destination du lieu, c'était une salle des fêtes, et cette destination va être reconduite et reconduite. Donc
dans l'endroit de toute manière, qui que ce soit pourrait organiser des fêtes. Je crois que dans toutes les fêtes qui sont organisées, il y en a des bonnes et des mauvaises. Les bonnes, c'est les fêtes qui sont contrôlées, qui sont sécurisées, avec des gens qui en font leur métier. C'est très important. C'est-à-dire, vous êtes les riverains, vous avez besoin de confort, vous avez besoin de sécurité et un minimum de nuisances sonores. Ce qui n'est pas toujours le cas quand ce sont des gens qui ont moins de professionnalisme et qui se foutent un peu de ce qui se passe autour d'eux. Pour nous, une des grandes priorités de tout ce qu'on fait, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ce métier, c'est de sécuriser les gens qui sont autour. Pourquoi? Parce que c'est nos voisins, c'est nos amis, c'est nos familles. Ce qu'on a besoin pour sécuriser cette rue, vous voyez, elle est piétonne maintenant, donc on va déjà isoler complètement le bâtiment au niveau sonore. Ça, c'est très important. Donc on investit énormément d'argent dans l'insonorisation du bâtiment pour qu'il n'y ait aucun dommage sonore. Secondo, au niveau de la sécurité. Il y a beaucoup de gens qui parlent de sécurité, qui mettent des malabars à la porte et qui font que ça dégénère certainement. La sécurité pour nous, justement, c'est la sécurité de nos voisins. C'est-à-dire qu'eux ne soient pas mis en défaut ou en difficulté par rapport à ce que nous allons faire. C'est une exploitation de nuit avec les conséquences qu'on connaît, mais les avantages aussi. On va apporter de l'économie dans la commune, on va apporter du travail, on va apporter de la notoriété. J'ai un ami à moi qui habite toujours Molenbeek et qui m'a dit j'aimerais aussi qu'on mette un Gotha Club à Molenbeek. Pourquoi? Parce que Gotha Club, dans le domaine de l'événementiel, est représentatif d'une marque de haut niveau. Donc c'est une marque déposée, internationale, qui est en France, qui est à l'étranger, et qui est très reconnue dans le monde de l'événementiel. Vous allez me dire, pour nous ça ne nous intéresse pas trop, mais malgré tout, avoir un Louis Vuitton dans sa rue, ça donne de la valeur à vos appartements, de la valeur à vos bâtiments, et ça vous apporte aussi une certaine notoriété qui ces dernières années a certainement été flouée aussi dans Saint-Josse. Notre rôle à nous, c'est de vous sécuriser, c'est de faire bien sûr aussi du commerce. Donc on doit amener du monde. On parlait de 2000 personnes tout à l'heure, je crois qu'on est un peu allé trop loin. On parle entre 800 et 1000 personnes dans l'endroit. Donc ce qui est tout à fait raisonnable, c'est moins que le Mirano. Il y a un problème qui est celui-ci, c'est que de toute façon, il va se passer quelque chose dans le club. Ouais, il va se passer quelque chose. Si c'est pas moi qui l'utilise, on aurait pu depuis 1 an et demi déjà trouver un deuxième, un troisième, un quatrième locataire. De toute façon, les nuisances potentielles, entre guillemets, de l'endroit, elles sont là. Notre réflexion, c'est de se dire, est-ce qu'on laisse le problème aller et on continue? Étant propriétaire, croyez-moi, j'ai été interpellé un paquet de fois. Je sais que je connais Marc Issous qui détient la moitié de la rue ici. Rien que lui, le nombre de fois où il m'a appelé parce qu'il y avait des dérapages, parce que c'était très mal contrôlé. Alors on a deux solutions. Ou on vend l'endroit, ça c'était la solution la plus facile financièrement, et le problème est poussé à quelqu'un d'autre qui fera peut-être mieux que nous d'ailleurs. Hein. Ou on loue l'endroit, mais on n'a aucun contrôle sur ce qui va s'y passer, parce qu'une fois que vous avez loué votre endroit, il y a un bail qui est là, et vous pouvez, tant que votre locataire paye son loyer, il fait ce qu'il veut dans son endroit. Évidemment, il s'expose à plein de remontrances ou de problèmes, mais voilà. Ou on essaye de contrôler l'endroit, et c'est l'option qu'on a choisie, c'est de dire, ok, en tant que propriétaire, je vais aider mon locataire, c'est-à-dire Daniel, à créer un endroit qui va être le plus sous contrôle possible, d'accord, et qui donc va avoir, en tout cas c'est des nuisances, on ne pourra les reprocher qu'à nous. On ne pourra pas les reprocher à un locataire ou à quelqu'un qui exploite l'endroit sans contrôle. Nous avons envie de contrôler l'endroit. Et les dérapages de Mirano, on les connaît par cœur. Le Mirano a une longue vie. Il y a eu différents managers à la tête et différents propriétaires à la tête. Malheureusement, c'est comme dans tous les métiers du monde. Hein. Ce bistrot tourne bien, si demain quelqu'un d'autre le reprend, ben ça ira moins bien et ça sera comme ça. On ne peut pas contrôler malheureusement cet aléa-là. Ici, il y a la volonté d'essayer de contrôler au maximum. Contrôler au maximum, ça veut dire être certain que les nuisances qui sont dues à ce type d'établissement soient minimes. Aussi bien à l'intérieur, mais à vous expliquer qu'il y a un énorme budget sur l'insonorisation. Aujourd'hui, l'insonorisation, c'est 0. Donc demain, vous faites une fête, ce que vous avez le droit de faire. Insonorisation, 0. Le toit est en tôle comme ça, les murs ne sont pas isolés, il n'y a rien. Le budget d'isolation de cet endroit, c'est presque 1 million d'euros. 1 million d'euros. C'est énorme. Pour que vous imaginez qu'on ne va pas investir 1 million d'euros si je pense qu'il n'y a pas de potentiel. Ou s'il y a une volonté de dire, ok, on fait des fêtes, ça durera ce que ça durera. On a vu ça, 2 ans, 3 ans, vous savez, avant que les flics vous arrêtent, avant qu'il y ait des problèmes,
Il y a des gens qui vont, c'est la politique de la terre brûlée, on y va, on va le plus loin possible et puis on verra. Nous, on fait le contraire, on essaie de sécuriser au maximum. Il y a évidemment les nuisances intérieures, celles-là, elles seront maîtrisées à 100%, ça c'est la garantie qu'on peut donner. Il y a les nuisances extérieures, c'est-à-dire en gros, le trafic que ça peut générer, les gens qui sortent dans des états d'ébriété, pardon ? Pitoyable, exactement. Et je me balade souvent. Tapis d'ordures aussi. Tout à fait. Dimanche matin, ça vraiment. Exactement. Alors, c'est pour ça que je vous demande de vous intéresser à notre projet, parce que notre projet, il contrôle tout ça, même dans sa conception. Après la sortie de vos hôtes aussi. Tout à fait. Parce que moi, on a eu déjà des gens. Excusez-moi, je peux prendre le micro 2 minutes. Vous avez entièrement raison. En fait, ce que j'aurais dû faire pour le débat, en fait, j'aurais dû donner 2 axes. Et c'est pour ça, et j'ai bien compris qu'on va y arriver. Il y a le premier axe que j'aurais dû stimuler maintenant en entrée de jeu, c'était de dire quelles sont les incidences positives et négatives, compte tenu, madame, compte tenu que vous vous inscrivez évidemment dans votre logique de promoteur et de propriétaire, et qu'ici, les personnes s'inscrivent dans une logique d'habitants. Une fois qu'on aura posé des questions sur les incidences positives et ou négatives, il y a aussi un deuxième débat qui, selon moi, doit s'ouvrir aujourd'hui, puisque vous êtes là, c'est quelles alternatives, si effectivement cette discothèque ne devait pas avoir lieu. Je me permets de reprendre un petit peu ce que vous avez dit. Vous avez dit effectivement, bon, que deviendrait le site si effectivement nous ne l'avions pas acheté. De toute façon, bon, comme l'a dit monsieur ici, bon, il n'y aura pas 2000 personnes, il y en aura 1000, et qu'effectivement, bon, il faut bien donner une affectation. Je comprends évidemment que vous êtes rentré dans une logique d'affectation en termes évidemment de discothèque, mais moi j'ai entendu, je vous dis bien j'ai entendu des sons de cloche des habitants qui disent tiens mais le propriétaire, il aurait pu investir dans un centre culturel qui aurait déjà éliminé le problème effectivement des nuisances négatives, qui aurait effectivement donné une image de marque de la commune pour les étrangers. Donc les étrangers, évidemment, je comprends que les habitants se posent la question de savoir quels étrangers, les allochtones, les étrangers venus des États-Unis ou ailleurs. Et puis, il y a quand même une chose, et vous avez raison de le dire, dans laquelle vous devez également vous inscrire, c'est qu'en fait, bon, la façade, elle est classée. En tous les cas, il y a une demande de classement, mais là, je laisserai faire... On considère qu'elle est classée. Voilà, on considère qu'elle est classée. Et donc voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais redonner la main donc, aux personnes. Moi, je pense qu'on va d'abord s'acheminer d'abord les personnes qui habitent le quartier, quelle nuisance positive, quelle incidence positive, quelle incidence négative. Et puis après, une deuxième volée de questions par rapport si les gens ont effectivement des alternatives à cette discothèque. Moi, je ne suis pas là pour parler à votre place. Je vais passer la parole à monsieur, et puis après, au fur et à mesure, vous levez la main. J'ai fait la preuve, et je crois que Geoffroy connaît le projet que j'ai développé Rue Royale. Donc nous avons développé Rue Royale, qui est sans doute une des communes, qui fait partie des endroits les plus pauvres de Bruxelles. Nous avons développé un projet résidentiel immobilier et nous avons créé là un appartement qui est l'appartement qui s'est vendu le plus cher à Bruxelles. Et je m'en suis fait une fierté, c'est de dire il y a moyen de démontrer que quand quelqu'un veut mettre 6 ou 7 millions d'euros dans un appartement, 6 ou 7 millions d'euros dans un appartement, il ne doit pas acheter une villa 4 façades au Prince d'Orange. Je viens d'un milieu rural défavorisé, ok, comme Daniel. Donc j'ai absolument aucun problème à faire cohabiter. Au contraire, par provocation souvent, j'ai joué la carte contraire. C'est-à-dire, plutôt que de laisser se ghettoiser des endroits, je trouve que de recréer de la mixité peut être positif, mais il ne faut pas que ça se transforme en arrogance. Si vous venez évidemment exposer des limousines en permanence devant et jeter à la tête des gens de l'argent dépensé, évidemment en plus dans un club de manière frivole, et que ça s'arrête à ça, évidemment ça c'est de la provocation, ça n'a aucun sens. Par contre, utiliser des endroits ou faire revivre des endroits qui par l'architecture nécessitent une affectation spéciale, on va dire, hein, c'est le cas de cet endroit, et le faire, et ne pas avoir peur de le faire vivre dans un endroit plus défavorisé, ça me paraît intéressant. Et ça me paraît intéressant dans la mixité d'une ville. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vécu en France, j'ai vécu aux États-Unis, je vis à Londres une partie de ma vie, puisque ma femme est anglaise, j'habite à Notting Hill. Notting Hill, c'est exactement comme Saint-Josse. C'est-à-dire, en gros, il y a 20 ans, un coupe-gorge. Un coupe-gorge. Ça a évolué de manière remarquable. Ça a mis 20 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques endroits dits branchés, et j'aime pas le mot, ok, se sont installés à Notting Hill. Puis ça s'est paupérisé.
puis le restaurant qui avait envie de se placer, ou cet endroit que je trouve que je découvre aujourd'hui et qui est remarquable d'un point de vue de l'architecture et remarquable d'un point de vue de l'emplacement, ces gens profitent de ça, parce que tout d'un coup on place sur la carte l'endroit. Notting Hill, il n'y avait pas quelqu'un de South Kensington ou de qui que ce soit dans le monde qui avait envie de bouger. Il s'est passé deux choses, un film et 2-3 endroits branchés. Et cet endroit a complètement évolué. Je pense que Saint-Josse, et le fait d'avoir acheté le palais en pin rue du Congrès, qui était à l'abandon depuis tellement longtemps, fait partie des projets. Pourquoi ce palais en pin n'a pas été développé plus vite que les autres? Par son emplacement, parce que c'était encore... Alors le fait que la tour Madou ait été donnée, été confiée à la DG Presse, le fait que Château de Promotion a fait une belle promotion d'appartements à côté, tout ça va dans le bon sens, bien évidemment. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est en train de faire un choix complètement idiot. Si vous allez de l'autre côté de la chaussée de Louvain, vous passez la place Mézère, il y a un grand magasin qui vient de s'ouvrir qui s'appelle Smets, qui est un magasin de luxe de... Combien de mètres carrés? 4000. 4000 mètres carrés. Ce sont des luxembourgeois que je connais, qui sont venus s'installer à Bruxelles. Et normalement, ce type d'établissement, il devait l'ouvrir chaussée Waterloo, près du Fort Jaco à mon avis, ou éventuellement autour de l'avenue Louise, boulevard de Waterloo. Ça, c'est leur clientèle. Ils se sont mis volontairement entre une pompe à essence et un Colruyt, chaussée de Louvain. Il y a un restaurant aussi. Il y a un restaurant haut de gamme qui marche très très bien. Et cet endroit marche très très bien. Il démarre très très bien, il est là depuis quelques mois. C'est la preuve même que il y a moyen d'imposer, entre guillemets, quelque chose de différent dans l'endroit. Alors il reste le problème, c'est comment on fait profiter la clientèle, le voisinage de ceci. L'endroit qu'on veut ouvrir ici, c'est 85 personnes. C'est énorme, 85 personnes. Il n'y a pas un magasin tout autour ici qui emploie 85 personnes. Ce sont des emplois peu qualifiés, soyons clairs, hein, parce que c'est quand même, finalement, ça reste du service assez peu qualifié pour une partie. Toujours, là où on s'implante, la première chose qu'on fait, c'est évidemment, et alors pour des raisons même de connaissance, de travailler avec des locaux. Parce qu'évidemment, eux ont une connaissance sur place. C'est vrai au niveau des services de sécurité, mais c'est vrai aussi à l'intérieur. Vous avez toujours intérêt, pour des raisons de coût et pour des raisons de connaissance, à travailler avec des locaux. C'est pas une promesse que tous les locaux peuvent servir. C'est-à-dire, en gros, comme partout, il y a des gens qui conviennent et des gens qui conviennent pas. Mais je pense que de s'engager à ce que, dès le départ, ce qu'on a toujours fait, c'est même pas un engagement, on l'a fait. On fait d'abord du recrutement locaux, et puis si on n'arrive pas à combler tous les postes avec le recrutement locaux, bien sûr. Alors ceci dit, il ne faut pas vous mentir non plus, le management pur et dur, c'est-à-dire les 10 personnes qui font que ça fonctionne, ceux-là sont déjà chez nous, ils ont déjà fait d'autres établissements, c'est leur métier. Mon responsable VIP habite ici, juste là derrière. Bon voilà, le responsable VIP habite à rue derrière, je ne le savais pas, mais je veux dire, ces gens-là sont identifiés, et d'ailleurs ils font partie du succès de l'endroit. Si eux ne sont pas là, investir autant d'argent dans ce type d'endroit, dans ce type de projet, ça ne fait pas beaucoup de sens non plus. Merci. Avant de passer la parole à madame, j'ai bien compris, donc dans la question de monsieur ici, il y avait une question pour laquelle je pense que vous n'avez pas répondu. Vous allez devoir introduire un permis d'urbanisme, donc je présume que l'introduction de ce permis d'urbanisme, vous ne verriez aucun malice à ce que, puisque vous êtes sûr de votre fait, qu'on puisse éventuellement, avec votre accord, demander une étude d'incidence. Non, aucun problème. Aucun problème, donc. La façade est classée, nous ne prévoyons en aucun cas de toucher à la façade. De toute façon, même si on le prévoyait, on ne pourrait pas, soyons clairs. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que l'intérieur ne soit pas classé. C'est-à-dire qu'en fait, le plafond n'est pas classé. Donc aujourd'hui, heureusement, les sagouins qu'on met une dalle de béton il y a 20 ans dedans n'ont pas touché au plafond, donc il est là. Donc on peut le conserver et on va même le faire réapparaître, alors qu'aujourd'hui, plus personne ne le voit. Il faut monter au deuxième étage pour voir le plafond. Et encore, il est maintenant à 2 mètres ou 2 mètres 50 de haut, alors qu'il devait être évidemment à 12 ou à 15 mètres. C'est ce qui faisait la beauté de ce plafond. Pour moi, c'est une erreur de ne pas l'avoir classé. Et en fait, ce qui est classé, pour répondre à votre question, et c'est même pas classé, on considère qu'il est classé, nous, parce qu'on vous l'a expliqué, on est des amoureux des bâtiments, c'est la façade de verre et la petite aubette au milieu où on achetait l'étiquette cinéma à l'époque, le petit rond qui est au milieu. Ce sont les deux choses qui sont classées à laquelle on ne peut pas toucher. Et on ne va évidemment pas y toucher. Pour répondre complètement à votre question, l'affectation n'a rien à voir avec le classement. Par exemple, les 122 hectares du bois de la Cambre sont classés, et quand j'ai reconstruit le chalet Robinson,
on a modifié l'affectation. C'était à l'époque un restaurant, et c'est devenu aujourd'hui, comme vous le savez, un restaurant et au-dessus une salle d'événement. C'était le seul moyen qu'en investissant 5 millions, ça coûtait 5 millions chez les Robinson, parce que construire sur une île, c'était pas si facile. C'était le seul moyen que ce soit rentable. Aujourd'hui, on peut se réjouir, c'est un vrai succès. Ça, c'est un vrai bon exemple. Le chalet Robinson est resté fermé pendant 18 ans. 18 ans. Des bagarres internes dans tous les sens, les amis du Bois de la Campe qui voulaient pas qu'on reconstruise, les écolos qui voulaient qu'il n'y ait pas de bateau. Enfin, je veux dire, ah oui, c'est vrai, on est parti dans tous les sens. Un jour, on m'a proposé ce projet, et le permis tombait 13 jours plus tard. C'était entre Noël et le Nouvel An, et le 13 janvier, ce permis tombait. Et on est arrivé à commencer la construction en 12 jours, parce qu'en 11 jours, en fait, on est arrivé à mettre tout le monde autour de la table et expliquer que l'objet, c'était évidemment de reconstruire quelque chose qui, dans l'imaginaire et dans l'émotionnel des Bruxellois, était un endroit où ils avaient tous une grand-mère ou une tante qui avait venu. Donc l'affectation n'a rien à voir avec le fait que ce soit classé. On peut imaginer, et je vous donne l'exemple du Palais en Pin. Le Palais en Pin pourrait devenir un hôtel. D'accord? Parce qu'il y a 2 projets actuellement en cours. Une ambassade, ok, ou des bureaux avec un centre de séminaire. Alors qu'en fait, les 2000 m² en tout cas qui font face à la place de Liberté sont complètement classés, mais l'affectation peut être différente. Je comprends tout à fait le problème, mais vous savez, de toute façon, si nous n'étions pas convaincus que nous savons gérer ce genre de problème, il ne faut pas mettre un euro. Il faut faire comme les jeux d'hiver, se mettre au milieu du bois, ou se mettre dans un zoning industriel à Molenbeek, on va se mettre au milieu d'un zoning industriel, on fera du bruit tant qu'on veut, personne ne nous embêtera. Si on croit qu'on peut se faire là, si on investit autant d'argent là, il faudrait quand même se rendre compte un peu des montants dont on parle, parce que tout à l'heure on m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas un centre culturel? Pourquoi vous ne faites pas... Alors on a eu... Pardon? Un cinéma. Un cinéma, voilà. Un cinéma, un centre culturel, un théâtre, qu'est-ce qu'on nous a encore proposé? J'ai rencontré tous ces gens. Soyons clairs, c'est pas une ASBL quand même, hein. D'accord? Donc ça, il faut comprendre. Ce bâtiment a coûté 2,8 millions. On prévoit de remettre 1 million, presque 2 millions dedans. D'accord? Vous comprenez bien qu'il n'y a pas un cinéma, pas un centre culturel, pas un théâtre qui peut, même si vous faites des efforts astronomiques sur le loyer, voire une rentabilité de 0, personne ne sait payer ça. Et on a approché, et on a été approché. Parce qu'évidemment, tout le monde dans l'imaginaire a envie de revoir. Moi aussi, le premier. Si je pouvais refaire un cinéma à l'ancienne là, je referais tout de suite. C'est juste pas possible économiquement. Je vous donne un exemple. On vous avait parlé du projet du RIX Avenue Louise. Là, nous faisons un club privé à Avenue Louise et nous recréons un cinéma de 40 places assises, comme les premiers cinémas qu'il y avait au début du siècle. Donc, on est favorable à ça, on est tout à fait sensible à ça, on a tous envie et on a tous la nostalgie de ces endroits. C'est pour ça qu'on aime ces endroits. Sinon, c'est plus facile de construire, comme l'a fait Château et Promotion, que de reprendre des bâtiments anciens et de les transformer, croyez-moi. Simplement, si vous croyez à l'architecture que vous avez envie de développer, si vous ne donnez pas des affectations pérennes, ces endroits, plus ou moins à longue échéance, dépérissent. Le Palais en Pin, si on ne l'avait pas pris en main, aujourd'hui, d'ailleurs vous avez vu qu'il y a des filets à l'extérieur, il y a des pierres qui commencent à tomber. C'était un des plus beaux bâtiments de Bruxelles. Les services publics n'ont pas mis un euro dans cet endroit. Les monuments et sites ont prévu 1 700 000 euros de subsides. Au moment où on a commencé les travaux, ils ont commencé à nous dire qu'ils étaient plus sûrs, ils avaient envie de les mettre. Évidemment, ils avaient trouvé un privé qui était prêt à les mettre à leur place. Donc, à un moment donné, ne croyez pas que financièrement, c'est le nirvana de s'attaquer à ce genre de bâtiment. Simplement, si on croit dans ce type de bâtiment et qu'on croit dans ce type de localisation, et qu'on a un projet qui puisse cohabiter, alors on a envie de le défendre. Et pour répondre à madame, ce que nous faisons en termes pour réduire les nuisances, par exemple, c'est le cas dans les autres établissements, il y a un service de shuttle qui est organisé, je pense de parking, et je parle des gens qui sortent, qui claquent les portes, etc. Un service de shuttle qui est déjà organisé avec Mercedes. Vous savez que le parking qui est derrière, le parking Scalquin, la gérance va en changer, et donc il va être complètement amélioré, complètement sécurisé, alors que c'était aussi un endroit où on n'avait pas tous envie de se garer, en tout cas pas à toutes les heures. La traversée pour les gens de Mirano était aussi compliquée à certains moments.
La sécurité d'extérieur, ça fait partie intégrante. La propreté, le service de nettoyage qui termine la soirée à l'intérieur s'occupe de l'extérieur. C'est plus propre, j'allais dire, après la nuit que même en début, puisqu'en début, il s'est passé une journée où on a pu avoir des papiers et tout ce genre de choses qui sont jetées sur la rue. Dans les rues avoisinantes, il y a des bouteilles de vodka, des omnibus, Non mais, moi je veux bien qu'on me fasse le procès du prochain projet, mais s'il vous plaît, ne me faites pas le procès du Mirano, parce que moi j'ai jamais été propriétaire du Mirano. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un commerce qui vit bien quand il est en conflit permanent ou récurrent avec ses voisins. On le sait. Ce n'est que des ennuis à permanence. Si nous ne pensons pas que nous sommes en mesure de faire beaucoup mieux que le font nos voisins aujourd'hui, et je ne suis pas ici pour critiquer le Mirano, je n'ai jamais géré le Mirano, je connais le propriétaire des murs du Mirano, qui est quelqu'un qui fait excessivement bien les choses. Il n'est pas responsable, c'est le cas exactement de ce qui se passe aujourd'hui, hein. Il n'est pas du tout responsable des locataires du Mirano aujourd'hui, puisqu'en plus ils ont vendu le fonds de commerce sans même s'adresser aux propriétaires, donc les anciens gérants du Mirano vendu, okay, et ça vient d'être vendu encore il y a un mois. Okay. Il semblerait que le nouveau propriétaire, que je connais par ailleurs, ait une vision plus soft de ce que c'est que la nuit. Donc à mon avis c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, une bonne nouvelle pour tout le monde d'ailleurs. Et voilà, quand vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas responsable de ce que votre locataire fait. Malheureusement, le seul recours que vous avez en tant que riverain, c'est d'appeler la police ou de faire constater. C'est tout l'objet du projet ici. Ce serait plus facile pour moi de ne pas m'y intéresser, je ne serais même pas ici. Je laisserais Daniel se débrouiller, je dirais, vous savez quoi, moi j'ai un bail, j'ai signé, il va faire les travaux, je vais l'aider à faire les travaux, ça s'arrête là. Je pense que si vous voulez aller dans la pérennité, et on parle de 9-12 ans, c'est un peu quand même ce qu'on peut imaginer comme pérennité pour un projet qui investit autant d'argent, vous devez prendre en compte tous les éléments, et évidemment, le voisinage en fait partie. Alors vous promettre aujourd'hui qu'il n'y aura jamais de problème, qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui va hurler, évidemment, qui peut promettre ça? D'autant plus, et après je donne la parole à monsieur, d'autant plus qu'il y a 15 jours d'ici, on a filmé quelque chose enfin, d'ahurissant au Mirano, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que, et vous l'avez d'ailleurs relevé, même si ce n'est pas vous le responsable, vous serez quelque part co-responsable du bruit, puisque si le Mirano est mal géré, on peut le dire, hein, il y a 15 jours on a filmé, il y avait 500 personnes dans la rue. On a dû faire venir 3 fourgons de police pour que les nouveaux gérants, qui sont probablement pas comme vous des professionnels, qui sont des amateurs, mais ces amateurs enquiquinent tout un quartier. Et donc on veut bien croire, et je crois que les gens qui sont ici veulent bien croire en votre professionnalisme, mais avouez que chat échaudé craint l'eau froide. Je vais vous donner un autre exemple, parce que j'y pense au moment où vous me le dites maintenant. C'est vrai que les propriétaires, les anciens locataires de Mirano sont aussi les propriétaires, pas les propriétaires, mais les gérants d'une boîte qui s'appelle Spirito, et qui se trouve rue de Stassard. Vous voyez, cette église, quand on rentre dans la rue de Stassard, à gauche, il y a une église qui a été rénovée de manière exceptionnelle. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Au départ, ils l'ont vendue comme une salle d'événement, parce qu'ils n'avaient pas d'autorisation, puis c'est transformé en boîte. Ils n'avaient pas ouvert depuis un mois que c'était fermé. À l'époque, Gérald Ibert, qui est le propriétaire de l'église, c'est le propriétaire en fait c'est le CNA qui est dans la rue de Namur. L'arrière du CNA, c'était cette église. Donc en fait, il est resté propriétaire. Knockout, pour ne pas le citer, ces gens qui ont une boîte à Knock, qui ont une boîte à Waterloo aujourd'hui, voulaient en faire le Knockout Bruxelles. Ce ne sont pas des investisseurs immobiliers, ils sont venus me voir. On a étudié, on s'est même mis d'accord sur un prix avec Gérald Ibert pour racheter cette église et l'insonoriser. Ce qu'ils ont fait maintenant, ils l'ont insonorisé. Puis Knockout s'est intéressé du projet. Ceux qui s'y sont intéressés, c'est ceux qui le gèrent aujourd'hui. Moi j'avais une option pour acheter le bâtiment, ils sont venus me voir en disant voilà ce qu'on va faire. Et je n'ai pas acheté le bâtiment. Parce que justement, je voyais bien que c'était tout et n'importe quoi au niveau de l'organisation. Les autorisations, c'était, quand on y pensait, la manière d'aménager. Le service de voiturier que nous utilisons au Chalet Romasson et chez Odette en Ville, c'est le même service de voiturier. C'est le même service de voiturier qu'utilise Daniel Aknock aujourd'hui. On a vu comment ça dérapait. On a vu comment ils s'organisaient, où ils essayaient de faire des économies sur les voituriers, des économies sur la sécurité, des économies sur tout. À un moment donné, vous ne pouvez pas. Et ces économies-là, vous les payez. Et évidemment, au bout d'1 mois, la moitié de la rue s'est mise contre eux et ils ont dû fermer. Ils ont pu réouvrir plus tard, mais ils ont dû se mettre en conformité. Et bien c'est exactement ce que je veux éviter. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais leur louer l'endroit, ou à eux ou à d'autres. Les gens qui veulent faire de l'événementiel, qui veulent faire des boîtes de nuit, il y en a partout. Ça semble être la panacée pour faire de l'argent. Tout le monde croit ça.
C'est vrai, c'est un métier qui peut être excessivement rentable, mais demandez à Stéphane Ruté et à tous les gens des Jeux d'hiver pourquoi ils ont tenu 20 ans, parce qu'ils tiennent leur boîte comme ça. Alors, ils sont qu'ils ont de la chance, c'est que l'environnement est tellement isolé de toute nuisance sonore, ils n'ont pas de problème. Mais même au Chalet Robinson, on a eu au départ, alors que les premières villas sont du côté de la chaussée Waterloo, quand même à 300 mètres de là, évidemment ça résonne un peu dans le bois, on a dû insonoriser le Chalet Robinson alors qu'on est au milieu du bois. Si je l'ai fait, ça coûtait beaucoup d'argent de le faire parce qu'on l'a fait en plus après, on n'avait pas imaginé le faire avant. C'est justement pour éviter ça. Et aujourd'hui, vous n'avez aucune plainte de tous les gens qui habitent autour du bois sur le Chalet Robinson. Parce qu'on n'y fait pas attention. Le wood qui est à côté, qui est à remettre, on nous l'a proposé 10 fois, on ne le prend pas. C'est juste impossible de ne pas faire de nuisance avec la chaussée, avec l'avenue Franklin Roosevelt quand vous êtes au wood. C'est impossible. Vous êtes à 50 mètres. C'est impossible. Vous ne savez pas l'insonoriser cet endroit, donc vous aurez des problèmes. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point on est sensible au fait que voilà, c'est pas vivable et nous on n'a pas envie d'avoir tous les week-ends, toutes les semaines des gens qui viennent nous trouver pour nous dire vous nous emmerdez. Par rapport à ça, pour répondre à madame, parce qu'elle était fort inquiète, on a prévu 14 personnes qui vont s'occuper uniquement du nettoyage. Donc 4 en externe. Il y a les gens qui sortent, qui gardent les voitures même, qui font la prise de glace, qui sont entrés dans moi, je ne sais pas comment, dans l'immeuble, et c'est barricadé dans la chambre de bonne. Enfin, mais des délinquants, vous en trouverez partout. Non, complètement défoncés, ils sortaient je ne sais pas, d'une boîte ici. En tout cas, nous, ce qu'on peut garantir, c'est qu'on va avoir... moi, la chaussée des Louvains, bon, je ne suis pas concernée parce que j'habite pas. J'habite la rue d'à côté. Oui, je comprends bien. Et je dois traverser, par exemple, pour aller me promener rue des Charités, qui est vraiment où il y a les tapis d'ordures, des vomissures, après la sortie des boîtes. Mais je peux vous dire, moi je viens régulièrement au Chaussée de Louvain maintenant parce qu'on travaille sur ce projet, et même s'il n'y a pas de boîte de nuit, ça m'arrive de passer la journée où je vois pas mal de canettes de coca, de papier par terre, etc. La bouteille cassée de vodka, c'est différent. Ça, si c'est de la vodka, c'est différent. Si c'est du whisky, c'est encore autre chose, mais de la vodka, je peux comprendre que c'est un peu embêtant. On a des balayères de rue tous les jours, et quand même, en tout cas, on va pas augmenter le risque et le fait qu'il va y avoir plus d'ordures. Au contraire, nous, on a 4 personnes à temps plein qui vont travailler uniquement sur la sécurisation et le nettoyage des alentours. Après, on peut pas aller trop loin dans la commune parce que bon, forcément que on travaille pas non plus pour la région. Oui, mais devant, moi, je nettoie aussi devant ma maison. Attendez, je voudrais répondre aussi à monsieur, parce que monsieur parlait tout à l'heure d'étrangers et ce que ça voulait dire étranger, parce qu'il y a 2 formes d'étrangers, c'est vous qui avez posé la question. Donc, pour moi, déjà, étranger, c'est une seule personne. Hein. À partir du moment où c'est étranger, qu'on soit américain, libyen, marocain, suédois, c'est étranger. Première chose. Secondo, j'ai un établissement à Knock, en pleine région flamande, et dans mon établissement, j'ai 85% de mon personnel qui est nord-africain. Donc si ça peut répondre dans les grandes lignes à ce que ça veut dire, amener 85% de personnel francophone non qualifié dans une commune des plus riches de Belgique, pour les faire travailler, ça veut dire qu'on se soucie de l'emploi, on se soucie des gens avec qui on travaille, et ces gens viennent de Saint-Josse, de Molenbeek ou d'Anderlecht. Donc voilà, donc clairement quand on sera à Saint-Josse, on va encore faire un effort supplémentaire par rapport à ça, parce que je trouve que c'est très important justement, quand on vit en communauté avec des gens, certainement le voisinage, c'est de donner une faveur plus que importante aux gens qui voisinent avec nous, ou des gens qui font partie de la vie au quotidien de ce qu'on fait. J'ai bien entendu, sauf que la question que je posais tout à l'heure était de l'extérieur, non à l'intérieur. Vous parlez du personnel. Votre collègue, M. Thierry, lui aurait parlé évidemment de cet attrait international des étrangers. Et donc, si j'ai bien compris, M. Thierry, c'est les étrangers qui venaient à Saint-Josse. Et donc, je parlais bien de la clientèle. Il faut savoir qu'il y a une grosse population allochtone, non pas uniquement à Saint-Josse, mais qui vient d'autres communes. Et qui, évidemment, quand ils vont voir un espace VIP supplémentaire dans la commune, vont vouloir tout à fait légitimement vouloir rentrer. Quand bien même le sorteur ou le videur ou l'accueillant soit d'origine allochtone lui-même, il n'est pas certain, je me pose la question parce que je l'ai vu, il n'est pas certain qu'il n'y ait pas des nuisances supplémentaires vu évidemment la configuration des lieux. Alors par rapport à ça, très important, je vais y répondre. Enfin moi je suis belge. Donc je suis belge, j'ai grandi à Molenbeek en communion avec tout le monde. J'ai joué au foot dans une équipe de foot qui s'appelle le RWDM. Il y avait des Russes, il y avait des Yougoslaves, il y avait des Marocains, il y avait des Suédois, il y avait parfois un Belge de temps en temps. Et donc au bout du compte, on ramenait toutes les semaines 15 000 personnes dans le stade.
Et à l'entrée du stade, on n'a jamais demandé à quelqu'un de savoir de quelle origine il était. Le principe de ce qu'on veut faire, c'est la même chose. À partir du moment où vous n'êtes pas un hooligan, vous pouvez rentrer au stade. Et ça, c'est important de le savoir. Tout le monde, quand on va au restaurant, on fait un effort. On met une chemise, on met des chaussures. Moi, je vous demande de venir, vous venez chez moi, je vous demande de faire un effort pour venir chez moi. Après, hein, vous savez, Marocains, Suédois, Américains, Belges, hein, vous êtes les bienvenus. Et ça, c'est très important. C'est cette ségrégation. On parle de l'Europe, on parle de la mondialisation. C'est très important de déstigmatiser toute cette problématique étrangère. On n'a aucun problème avec personne à partir du moment où les gens se fondent dans ce que nous on fait. Si moi je viens chez vous, vous me dites il faut se déchausser, je vais me déchausser pour venir chez vous. Ça, c'est très important. Moi, je crois qu'il y a un gros problème de compréhension. C'est vrai que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Mais ce que votre projet est très bien conçu. Mais à Saint-Josse, c'est une autre réalité. Vous faites un projet de nuit qui ne concerne pas les habitants. C'est ça que les habitants veulent vous faire passer comme message. Les habitants, ils en ont marre, que ce soit le Myrano, que ce soit autre chose, que la nuit, il se passe des choses qui les dérangent et qui ne leur apportent rien de concret, positif. La plupart des habitants ici... Les habitants ici sont des locataires. Alors vous nous dites, oui, ça va faire flamber Saint-Josse. Peut-être, mais pas pour les locataires. Ils devront payer plus cher leur location. C'est ça le problème, je crois, qu'il y a cette incompréhension. Alors, comme je dis, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ce que vous faites, ça peut apporter quelque chose. Ça peut apporter peut-être du travail. 14 personnes, c'est pas ça qui va résoudre. 85, mais c'est pas ça. Bon, le taux de chômage est très important. 85 personnes, oui, mais c'est pas assez évident. Non, non, c'est très bien. C'est une très bonne approche, bien entendu. Mais c'est ça que je crois, qu'il y a cette incompréhension, et c'est là que vous devrez peut-être retravailler votre projet pour davantage apporter réellement quelque chose à la population qui vit tous les jours à Saint-Josse. Merci pour me penser à Mantoue. Si maintenant les riverains ne sont pas d'accord avec votre projet, qu'est-ce que ça va passer? Vous continuez à le faire. Pardon. Nous, on a pris 505 signatures pour que la société du vin soit ouverte. Parce que moi, j'habitais ici à la rue Calca, à côté de la Pont de Sens, et même nos petits-enfants, ils ne peuvent pas venir ici à dormir. Alors, si vous mettez ça, et comme on dit matin, il est dit tout le monde, ici au Myrano, ici, là, tout le monde il prend la galerie. Et on vient devant nos portes. On ne sait pas dormir, on ne sait pas rien à faire. Parce que mon appartement, il est au premier étage. Alors, si on ne tient pas en compte ici les 500 signatures pour que la chaussée du vin soit ouverte, alors, qu'est-ce qu'on fait les riverains pour qu'on fasse votre projet? On continue. Et alors nous, on devrait déménager pour que vous fassiez une discothèque là. Moi, ça fait depuis les 69 que j'habite à la commune. J'ai dit changer tout, mais ce qu'on peut changer maintenant, ça c'est pas possible pour les riverains qu'on habite à Saint-Josse. Et je n'ai pas voulu changer des quartiers, mais si je pars ici, jamais je viendrai ici à Saint-Josse parce qu'on ne tient pas compte de nous. Ni les métiers des manies, ni les gens de la politique. Alors je ne suis pas d'accord avec ça. Que vous faites une discothèque là, ou qu'on est ici, c'est pas libre dans ces quartiers, alors imaginez-vous qu'on n'est pas d'accord. Si on fait des signatures pour la discothèque, est-ce qu'on va les tenir en compte? Non plus. Et alors, on vit ici en quoi? Tous les gens qui ça fait plus de 40 ans, depuis les 69 que j'habite ici, on doit déménager quoi? Où on va? Parce que vous voulez faire une discothèque ou parce qu'il veut faire ici tout ça? On n'est pas d'accord avec ça. Il y avait moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. En tous les cas, aujourd'hui, vous avez au moins permis une chose, c'est permis aux gens de s'exprimer, et ça, c'est déjà un bon point. Ah oui. Je veux bien que nous prenions la responsabilité de ce qui va se passer dans cet endroit. Ne m'accusez pas de fait que la rue devienne piétonne ou pas piétonne. On m'a jamais demandé mon avis. Je suis propriétaire de ce bâtiment. Hein. Donc je veux dire, personne ne m'a demandé si j'avais envie que ce soit piéton ou pas. On dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. On est obligé de se plier à la configuration. Nous n'avons pas demandé que la rue devienne piétonne, elle l'est devenue, ou elle va le devenir, ok, définitivement. Et nous, je peux vous dire que même d'un point de vue commercial pur et dur, ok, c'est peut-être, ça c'est un vrai pari, c'est peut-être une catastrophe. Peut-être que les loyers vont s'écrouler de 2/3 parce que c'est devenu commercial, alors que le bâtiment a été acheté sur base d'un loyer potentiel. Donc,
on est victime comme vous du fait, enfin victime ou chanceux, j'en sais rien. J'ai aucun avis là-dessus sur le fait que ça devienne piéton ou pas, mais croyez bien qu'on n'a rien à voir là-dedans, on subit comme vous. Je tenais à préciser ce que madame a dit. En fait, j'ai ici, et c'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes aussi comme nous dans un jeu de dupes, hein, parce qu'en fait, je voudrais pas que vous soyez dupés, quoique je voudrais surtout pas que les habitants le soient, bon, mais éventuellement vous non plus. Vous savez, quand vous avez un dirigeant qui vous dit en 2003 qu'il ne veut plus que la situation de la chaussée de Louvain devienne une concentration de boîtes de nuit ou de magasins de textiles, vous comprendrez aisément que quand le bourgmestre, en catimini, excusez, c'est comme ça que les habitants le prennent, négocie avec vous votre implantation, et comme il le répond, s'il y a droitement d'ailleurs, il dit « je ne peux pas interdire l'implantation d'un projet privé », il a raison, n'empêche que vous avez un dirigeant de la commune qui, d'un côté, dit blanc, et de l'autre côté, il dit noir, mais qui voit la place de ces gens, ils ne comprennent plus rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je vous le répète, en fait, je vous ai invité, les gens vous invitent, non pas pour vous piéger, c'est parce que vous non plus ne soyez pas pris non plus dans un étau et dans un jeu qui n'est ni le vôtre ni le nôtre. Juste une précision, nous n'avons rien négocié avec M. Demanet. Nous avons eu une réunion, j'ai eu une réunion avec lui, c'était que je le connais personnellement suite au projet que j'ai développé rue Royale. Je suis allé, avant d'imaginer de commencer à travailler sur le projet, je suis allé voir s'il y avait, on connaissait l'affectation bien évidemment, mais on l'a fait simplement par courtoisie. On est allé le voir en disant, voilà ce qu'on imagine faire. Est-ce que tu es positif, négatif? Est-ce que ça rentre dans l'affectation? On savait que ça rentrait, c'était juste par courtoisie. On n'a rien négocié et rien obtenu de la part de M. Demanet. On a fait notre projet en toute indépendance, bien évidemment. Donc ne croyez pas qu'il y a je ne sais quel complot qui se fait au détriment. Absolument pas. On n'a aucune. La seule chose qu'on a voulu expliquer, ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est que je le sais parce que j'ai eu cette discussion avec la commission de concertation et avec l'urbanisme et avec Demanet quand on a fait le projet rue Royale au-dessus, c'est que tout d'un coup, tout le monde était très étonné que des gens qui veulent faire du haut de gamme s'intéressent à Saint-Josse. Et on a juste expliqué à l'époque, c'était je crois votre réflexion tout à l'heure, on a juste expliqué à l'époque que pour nous c'était pas du tout antinomique. Ici, commercialement, c'est plus du résidentiel, mais commercialement, on pense tout à fait la même chose. Je suis d'accord avec vous, madame? Mais je pense qu'il y a aussi un tournant, et ça, évidemment, personne, je ne vous demande pas de me croire, mais il y a un vrai tournant dans le monde de la nuit également. Et ce qui s'est fait pendant 20 ans, ne va plus se faire dans les 20 ans qui viennent, croyez-moi. Tous les métiers se sont professionnalisés. Le métier de la nuit, comme le métier de l'entertainment ou de l'événement, c'était des gens qui... on ne demandait pas beaucoup de formation pour ça, on ne demandait pas d'accès à la profession, tout le monde pouvait faire ça. Aujourd'hui, le nombre d'acteurs s'est réduit énormément, et ceux qui résistent ou qui sont implantés de manière pérenne sont des professionnels. Ceux qui vont avoir du succès dans le métier de la nuit à l'avenir, nous ou pas, aux Marignans ou pas, seront toujours des gens qui feront les choses sérieusement. Et c'est pas un jugement de valeur sur le Myrano, parce que si j'avais été à la tête du Myrano il y a 20 ans, j'aurais sans doute fait la même chose. Mais simplement, je crois qu'il ne faut pas comparer, et c'est pas un jugement de valeur sur le Myrano, ne le prenez pas comme ça, mais il ne faut pas comparer le Myrano ou le Claridge avec ce que nous voulons faire. C'est comme si vous compariez, il a fait l'exposition, je sais que ça peut choquer quand je dis ça, parce que H&M voulait notamment s'installer dans notre bâtiment. C'est comme si je caricature volontairement, hein, c'est pas très malin ce que je fais, mais enfin bon, c'est comme si vous voyez un H&M qui s'installe là et Vuitton qui s'installe à côté. Voilà, c'est fait un peu de manière différemment. Les moyens qui sont mis en œuvre sont un peu différents. Ça peut choquer, ça peut être arrogant, mais ça peut être aussi un vrai plus. Je voulais juste compléter ce qu'on a dit tout de suite et je vous redonne la main. En fait, encore une fois, je vous dis, ça s'est passé il y a 3 semaines, quartier nord, tout à fait loin d'ici, une ASBL pignon sur rue professionnelle, tags, en fait, à 1h d'après-midi, rave party continuait dans les sous-sols, en pleine rue. Là, évidemment, de nouveau, le Mailleur n'a pas pris ses responsabilités et dit je m'en excuse. Bon, il est bien trop tard, les gens en ont souffert par 3 fois. Et donc voilà, je vous dis encore une fois, il y a des effets collatéraux aussi. C'est bien pour ça que les gens sont inquiets. On vous donne un exemple. Hein. Donc, le Gotha Club qui est ouvert à Knock, vous connaissez à peu près le prix du mètre carré à Knock, hein, donc c'est à peu près 10 000 € du mètre. Hein. Donc, vous avez 1 mètre carré pour le prix d'un appartement à Saint-Josse, peu de choses près, je caricature. Donc, ça veut dire que ces gens, le Gotha Club, vous savez où il est trouvé, vous savez pas où il est trouvé, il est en dessous du casino. Tous les appartements qui est autour sont des appartements
qui valent au bas mot 1 million d'euros. Au bas mot 1 million d'euros chaque appartement. Ok, donc vous croyez bien que les nuisances, ils ne seront pas ça marrant non plus, ne plus que pour la valeur de l'appartement. Ouais. Pardon? Un peu plus cher. Les mauvaises langues diront qu'à 1 million d'euros, on a de quoi évidemment se protéger des bruits. Non, ouais. C'est les mauvaises langues. Oui, c'est les mauvaises langues, parce que le bruit, ça reste le bruit. Ou les nuisances extérieures, on avec les gens du Mirano et avec Sterks de Claridge pour discuter du projet. Et il y avait une proposition qui a été faite, ça fait partie des propositions. À un moment donné, Sterks et les autres ont imaginé qu'on pourrait prendre le Marignan pour en faire un endroit qui serait dédié à une agence numérique. En gros, on mettrait au cœur de Bruxelles une Silicon Valley, et cette Silicon Valley serait au Marignan. Moi, j'étais évidemment super enthousiaste. J'ai regardé le projet avec beaucoup d'intérêt, j'ai regardé toute la possibilité, on m'a montré tout ce qu'on pouvait faire dedans, et puis au moment où on est arrivé au dessert, parce qu'on déjeunait dans notre restaurant d'Étanville, rue du Châtelain, tout le monde était là, et au moment où on est arrivé au moment de parler du loyer, que j'espérais quand même minimum par rapport à la valeur du bâtiment, on nous a expliqué que ça, c'était pas possible de payer un loyer. Donc en gros, on me demandait de donner le bâtiment et de contribuer à Saint-Josse en disant, voilà, vous aurez la paternité du bâtiment où ça se passe. Bon, évidemment, il faut rester un petit peu sérieux, c'était pas joué, même si le projet fait beaucoup de sens. Il faut à un moment donné essayer de concilier quand même un petit peu l'économie avec la réalité. Pour répondre à la question qui était posée avant sur la mixité, est-ce qu'on s'intègre oui ou non dans un projet comme celui-là? Un des projets que nous construisons, que nous aimons développer, sont des résidences-services pour personnes âgées. Alors on ne le fait pas à Bruxelles, on le fait en Wallonie. En Wallonie, à Namur, dans le sud de Luxembourg, on développe des résidences-services pour personnes âgées. Et on a intégré, pour la mixité, on a intégré des crèches, on a intégré des chenils, on a intégré des potagers bio, puisque nous défendons ce type de mixité. Et alors, ça c'est assez intéressant de le voir, c'est que nous avons maintenant, vous ne connaissez pas, c'est très loin d'ici, ça se trouve à Marbehan, donc c'est vraiment dans le sud Luxembourg. Okay. À Marbehan, aujourd'hui, on imagine de développer avec Idélux exactement la même mixité. C'est-à-dire, en gros, on va faire cohabiter. Alors ça, c'est encore pire, je crois que madame est partie s'occuper de personnes à mobilité réduite. Ah, vous êtes là, excusez-moi. Voilà, des personnes à mobilité réduite. Mais nous, on va faire cohabiter un club avec une résidence-service pour personnes âgées. Vous voyez? C'est pour vous dire jusqu'où on peut pousser le bouchon. Si on trouve un bâtiment pour cette personne, on peut y réfléchir parce qu'on en a des bâtiments. Ce que je veux dire, c'est que c'est toute une question de respect du voisin. Si effectivement la fréquentation que vous imaginez, vous avez un flux que vous maîtrisez, si les nuisances qui sont liées sont maîtrisées, la mixité, ça n'est qu'un plus, un vrai plus, et pas seulement d'un point de vue des affectations, aussi d'un point de vue de la population. Mais effectivement, expliquer que la résidence-service serait mieux si elle était au milieu d'une forêt toute seule, ben ok, effectivement elle sera mieux, d'un point de vue de la nuisance pure et dure. Mais est-ce que ça crée de la mixité, est-ce que ça crée du plaisir de vivre ensemble? Sûrement pas. Donc ici, effectivement, c'est un projet qui vient en remplacement de quelque chose qui est hybride aujourd'hui, c'est-à-dire une salle d'événement où rien n'est contrôlé. On essaie simplement de la contrôler. Mais on n'est pas en train de vous dire que ça va créer zéro nuisance toujours. C'est impossible. Mais quel que soit le projet, c'est zéro. Excusez-moi, mon français, c'est d'abord, mon accent est terrible, mais ce que je veux dire, c'est le suivant. Alors, j'habite un peu plus loin, je suis propriétaire d'un appartement à Saint-Josse, et alors, il y a un bar qui va s'ouvrir dans le rez-de-chaussée de mon bâtiment, qui est contrairement à l'acte de base et tout ça. Alors, je suis venue pour voir un peu le contexte de tout ça. Et moi, je dois avouer que je suis ravie avec le projet que vous avez présenté, que, autant que propriétaire que je suis ici, je suis totalement satisfaite que quelque chose de qualité va venir dans le quartier, parce que je pense que nous allons avoir la crise, un
encore 6-7 ans, à mon avis. Je trouve très intéressant ce que madame vient de dire, parce qu'il faut quand même signaler que si on ne vient pas, il y a d'autres qui vont venir. Donc d'autres qui vont peut-être être certainement moins organisés. Vous parliez du Mirano, les gens du Mirano véhiculent depuis plus de 20 ans des problèmes. Vous savez très bien qu'aussi que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous donne l'exemple, si vous voulez continuer à vivre, vous devez suivre cet exemple. Donc je ne dis pas que ça va remédier à tous les problèmes du Mirano, du Claridge ou d'autres, mais en tout cas, on va donner le bon exemple. Et commercialement, pour des gens qui veulent faire des affaires, le Mirano sont des gens, ils ont repris, ils ont payé très cher un fonds de commerce, ils veulent faire des affaires. Si par leurs incapacités ou leur nuisance systématique, ils ont des problèmes, ils vont avoir des problèmes de clientèle. Pourquoi? Parce que les clients vont plus vouloir aller chez eux, et les riverains, vous allez continuer à ne pas être contents du Mirano. Si nous montrons le bon exemple à côté, en faisant les choses de manière professionnelle, en sécurisant les alentours, ils vont être obligés de faire la même chose s'ils veulent continuer à survivre. Donc peut-être que notre venue à un certain niveau, et là j'extrapole, mais peut-être que notre venue et notre exemple à un certain niveau va mettre sur le bon chemin ce qui se passe au Mirano, va obliger les gens du Mirano à faire les mêmes efforts et à consentir les efforts financiers, de venir s'asseoir avec vous aussi et de discuter avec vous, parce que pour l'instant ils ne sont pas là. Donc vous l'avez certainement déjà demandé à les rencontrer, ils ne sont pas là. On est là pour vous expliquer qu'on veut travailler avec vous. Et on veut donner le bon exemple dans la rue, et je pense que notre venue est quelque part aussi quelque chose de bien pour vous. Vous parliez de problème de voiture. On a remédié à ce problème, on essaye de remédier à ce problème. Si les gens du Mirano se disent « Ah ben, au Gotha, ça fonctionne mieux, ils ont un shuttle, il n'y a plus de nuisance sonore », ils vont devoir faire la même chose. Et pourquoi pas le faire ensemble? Je ne suis pas du tout fermé à ça, que du contraire. Et là, vous allez peut-être me dire « Ah tiens, c'était quand même une bonne chose, vous êtes venus, vous avez apporté de la mobilité, de la circulation. » Vous avez dit « Ah, mes enfants ne peuvent pas rentrer au Mirano. » Et si vos enfants rentrent chez nous, alors quand ils rentreront chez nous, s'ils rentrent... Madame parlait de ses enfants qui voulaient aller au Mirano, qui n'ont pas pu rentrer. Mais Mirano, c'est H&M. Vuitton, c'est beaucoup plus cher. Donc... Mais écoutez, vous savez, moi, j'ai pas les moyens d'acheter chez Vuitton. Je rentre parfois dans le magasin malgré tout. Que vous, c'est Vuitton. Oui, mais je rentre dans le magasin. Je vais aussi voir les sacs. Je les achète pas, mais je vais les voir. Donc c'est très important. Si vos enfants viennent chez nous et qu'ils rentrent chez nous, c'est aussi un exemple. Ils vont se dire, tiens, là-bas, j'ai pu rentrer. Bien sûr, encadré. Bien sûr, avec une chemise et des chaussures. Alors à ce moment-là, les gens du Mirano diront, ben, s'ils rentrent en face, ils peuvent aussi rentrer chez nous. Voilà, donc ce que je veux dire, on ne vient pas avec des promesses de dire qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire. On va faire en sorte, en tout cas, que tout soit fait au mieux pour nous et pour vous. Et on va essayer de donner l'exemple. Et l'exemple, c'est très important dans la vie, il faut être inspiré. Il faut être inspiré par des choses, il faut être inspiré par des gens. J'ai eu la chance, en venant d'un milieu modeste, de pouvoir faire des études universitaires, parce que j'avais un voisin qui m'a inspiré, qui m'a dit, voilà... Je pense que tu vaux quelque chose, travaille, sois persévérant, de l'abnégation et termine tes études. Et j'ai fait des études universitaires en venant d'un milieu où, je crois que dans le bloc dans lequel j'habitais, il y avait 99% d'étrangers. Et quand je vois tous ces étrangers maintenant, ces gens ont fait les efforts, ils ont été inspirés, ils ont continué à travailler. Voilà, c'est ce que je veux vous exprimer ici. On a la chance, avec notre projet, vous avez la chance peut-être d'avoir une solution pour vos problèmes antécédents. Encore deux commentaires? Oui, je voulais juste dire une petite chose. En fait, avec ce que vous venez de nous dire, moi en fait j'ai envie de vous dire, à quand le rachat de la maison communale? C'est pas dans le carton. Oui, ça ressemble beaucoup à des discours politiques. Il serait peut-être pas mauvais en politique. Bon. Il devrait y penser, Juste deux questions, madame, juste pour répondre à votre question. Ça n'a rien à voir, mais si le bistrot s'installe en dessous de chez vous, en contradiction avec l'acte de base, ils n'ont juste pas le droit. Un avocat va régler ça en 2 minutes. Bon, ça n'a rien à voir. C'est sans compter le juge ici à Saint-Georges. Ah voilà, mais si mélange, voilà. Il faut... J'ai un problème avec ça que madame vient de soulever, mais c'est pas rien. Ah ok. Non, je ne vais pas rentrer dans le problème de madame parce que... Je veux juste... Dans le problème de Saint-Georges. Ah, dans le problème de Saint-Georges. Une deuxième chose, c'était pour la sécurisation des alentours. Je vous donne un autre exemple. Quand on a ouvert le... Madame se plaignait d'avoir sa voiture cassée, c'est vous, hein? Oui. Oui, quand on a ouvert le chalet Robinson, on est dans l'endroit chic de Bruxelles, on est à Uccle, entre Uccle et Ixelles, on est au milieu du bois, avec que des gens fréquentables, soi-disant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les voitures se garent tout autour du bois,
pendant le week-end, parce que le bois est fermé, donc vous devez garer vos voitures à l'entrée, et donc il y avait des centaines de voitures qui étaient le long du bois. Et évidemment, il y a 2-3 petits malins qui se sont dit, ici, ça c'est la poule aux œufs d'or, et pendant des mois, tous les gens qui avaient un événement, il y avait une personne sur deux, sa voiture était pétée. Évidemment, dans le bois, il n'y a personne qui vous voit, vous pétez la vitre, vous prenez, vous allez dans le bois, personne ne savait où vous trouver. Je suis le propriétaire, je n'ai absolument rien à voir avec les exploitants, qui sont excellents par ailleurs, ça s'appelle Chaud de Bruxelles, ce sont des gens qui font que des choses formidables, et le Chalet Robinson en est un exemple. J'ai pris mes responsabilités de propriétaire en me disant, mon locataire va avoir des problèmes à un moment donné de fréquentation parce qu'il y a un problème de sécurité, et nous avons engagé à nos frais, c'était pas du tout obligatoire, et c'était en compensation, pour répondre à votre question, à une inexistence totale de la police la nuit dans le bois. Inexistence totale, vous les appelez, c'est 1 heure pour qu'ils arrivent, enfin, vous oubliez, même aller faire une déposition c'était un problème. Nous avons mis en place un service de sécurité, on a pris des gens de ces Securitas, on les a mis dans le bois. Ça a duré 6 mois. Et pendant 6 mois, ils en ont chopé 2, 3, 4, 5, 6, puis à un moment donné, aujourd'hui, il n'y a plus de Securitas, il y en a un qui fait une ronde, mais ça, c'est plus vraiment significatif. Et aujourd'hui, il y a très peu de dommages dans les voitures. Voilà, pourquoi pas faire la même chose ici? Si c'est un problème, je découvre le problème, hein, je ne savais pas que c'était le cas ici, pourquoi pas? Nous, on est prêt à mettre la sécurité qui tourne autour dans les rues, parce que peut-être ça va sécuriser, indépendamment de l'ouverture du Gotha d'ailleurs. Peut-être ça va sécuriser, peut-être qu'à un moment donné, les voyous ou ceux qui pètent les bagnoles, ils se disent, il vaut mieux aller plus loin parce que là, c'est surveillé. Peut-être justement pour réagir, parce que j'habite dans la même rue que madame, rénover ce bâtiment, c'est une bonne chose. Ça fait partie du patrimoine. Par contre, je pense qu'une discothèque, c'est la discothèque de trop. Il y a peut-être moyen de faire autre chose, dans un beau restaurant, voire un bar. Mais une discothèque, même de luxe, même bien gérée, mieux gérée que le Myrano, va apporter des nuisances au quartier. C'est impossible de faire autrement. Et je connais bien cette clientèle haut de gamme, parce que je suis allé moi-même dans certains de ces établissements. Ces gens n'ont aucun respect. Ils se comportent parfois comme des sagouins. Des sagouins. Vous savez, moi j'ai failli me bagarrer avec les gens en rue à cause des nuisances. Et je leur dis, mais pourquoi vous gueulez comme ça? Hein? Vous n'êtes pas chez vous, vous aimeriez qu'on fasse ça chez vous? Ils disent, mais il n'y a que des pauvres types ici, il n'y a que des moutous ici, on s'en casse. Ça, c'est la clientèle que vous allez attirer ici. Donc ces gens ne sont pas bien élevés du tout. Et je les connais bien. Je peux vous dire, ce sont des gens pleins de mépris et d'arrogance. Donc vous allez apporter des nuisances. C'est indéniable. Alors, si on ne peut pas l'empêcher, il faudra l'encadrer. Malheureusement, comme on l'a dit, dans cette commune, on a un bourgmestre qui n'en a rien à cirer et qui le week-end est dans sa villa à Chaumont-Listou. Donc lui, les nuisances, il s'en tape. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Et franchement, avec tout le respect que je dois, parce que vous faites de beaux projets, mais une discothèque ici, c'est invivable. Les gens le disaient, les témoignages sont les mêmes. Les gens pissent, les gens vomissent, ils gueulent, ils se bagarrent, ils klaxonnent. Ben, c'est invivable. Donc, racheter le Myrano, fermer le Myrano et vous ouvrez votre boîte, ça c'est peut-être une bonne solution. Mais le Myrano, plus vous, plus le Claridge, où il y a parfois des soirées, hein, fin du mois d'avril, il y a une soirée techno, etc. Les habitants n'en peuvent plus. C'est impossible. Moi je déménage, je suis content, dans une semaine, j'aurai plus vos nuisances, mais les gens qui restent, il y a non seulement, je reste à Saint-Jean, il y a non seulement la nuisance de la boîte, parce que même bien isolé, des gens de la rue Quelqu'un me disent qu'ils entendent les basses. Des gens de la rue Hydraulique me disent aussi, quand ils dorment côté jardin, ils entendent aussi les basses. Pas chez nous, hein, parce qu'il n'y est pas encore. Bon, mais ce sera le cas. Même bien isolé, je suis convaincu, il n'y a pas de boîte totalement hermétique. Il n'y a pas de boîte totalement hermétique. Et alors, le problème, si vous ouvrez, je pense que vous avez une responsabilité. C'est ce que je disais à Paul Sterck. Paul Sterck était protégé par le bourgmestre, PS local, etc., copain de Manet. Vous avez une responsabilité, pas rien que dans votre rue, pas rien dans votre boîte, mais dans tout le quartier. Parce qu'effectivement, il y a des sagouins qui vont rue de la Charité, qui vont rue Hydraulique, qui vont rue Saxe-Cobourg, qui vont même de l'autre côté sur Bruxelles-Ville, etc. Donc les sagouins, votre service d'ordre, il va devoir tourner et dire aux gens, tu te tais, sinon tu ne rentres plus jamais. Donc il va falloir gérer ça sérieusement. Sinon, on s'opposera à vous avec vigueur. Je comprends la remarque. Alors, d'abord, je suis d'accord avec vous sur un point, parce que vous avez l'impression qu'on pense le contraire. C'est pas parce que ces gens sont aisés
qui sont mieux élevés que les autres, et souvent, comme vous le soulignez très bien, ils peuvent avoir des attitudes de mépris. Okay, donc je ne suis pas en train de vous dire que la clientèle plus haut de gamme est mieux élevée et se comporte mieux, c'est bien même souvent le contraire. Et on est bien conscient de ça. Croyez pas qu'il n'y a que des anges friqués qui débarquent, qui sont gentils, qui font pas de bruit. Ça n'existe pas ça. Le monde de la nuit, ça n'existe pas. Je voudrais faire cette remarque-là. On est conscient de ça, on est tellement conscient de ça qu'on a appréhendé le problème comme si c'était en fait la foire. C'est-à-dire en gros, on ne spécule pas sur une clientèle bien élevée. Même une clientèle excessivement bien élevée à 10h du soir peut être très mal élevée à 2h du matin. On en a des exemples en permanence. Donc ça c'est le premier point, je suis d'accord avec vous sur ce point-là, on ne peut pas spéculer là-dessus. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est vrai. Pourquoi une discothèque? D'abord, c'est pas vraiment une discothèque. Il faut quand même faire la chose un peu différemment. Cet endroit, la moitié de la rentabilité de cet endroit, enfin Daniel connaît mieux les chiffres que moi, c'est de l'événementiel purement corporate. C'est-à-dire en fait, si vous voulez présenter la nouvelle Mercedes, enfin je parle de Mercedes parce que c'est ceux qui sont vos partenaires, vous voulez présenter la nouvelle Mercedes, ben, elle se fera à l'intérieur, c'est là que ça se fait. Et c'est du purement corporate, civilisé entre guillemets. La moitié du chiffre d'affaires vient de là. Qui est d'événements de jour. Hein. Qui est d'événements de jour, d'accord. L'autre phénomène, c'est qu'il y a une salle de presse à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça c'est pour des raisons purement évidemment de promotion. Si demain tel acteur ou tel chanteur vient à Bruxelles et doit se faire interviewer par des journalistes, plutôt que d'aller dans un hôtel comme ils le font aujourd'hui ou chez Odette ou autre part, enfin chez nous, là il y a une salle de presse uniquement pour eux. Et ça, encore une fois, c'est du jour. Pas croire qu'ils viennent à 2h du matin, ils vont se faire interviewer par la presse, ils viennent là à 3h de l'après-midi. Donc il y a toute une activité qui est liée pas seulement à la discothèque et pas seulement au monde de la nuit qui est que de vendre de la vodka ou du whisky à partir de 2h du matin. Le projet est un peu plus... On pourrait développer, on a été pris de court un peu évidemment, mais on pourrait vous développer le projet tout en détail avec toutes les tranches les tranches horaires de ce qui est fait, l'organisation à tous les niveaux. Ça va jusqu'aux livraisons, etc. Il y a pas on sait qu'on ne doit pas avoir de nuisance, même au niveau des livraisons. Ça doit se faire de manière, de telle heure à telle heure, de telle manière, etc. Totalement. Compte tenu que permis d'urbanisme, on est en mai, permis d'urbanisme, moi je présume qu'il devrait y avoir une étude d'incidence, donc probablement enquête publique. À mon avis, ça va être un permis d'urbanisme très rapide. Mais bon, c'est peut-être moi qui me trompe. Hein. En fait, le permis d'urbanisme est, si nous voulions forcer les choses, on pourrait tout à fait le faire sans permis d'urbanisme, à peu de choses près, puisqu'on ne change pas l'affectation, les travaux ne sont pas des travaux de stabilité, etc. D'accord. Mais on a décidé de le faire, parce qu'on fait les choses dans l'ordre et on les fait. Enfin, monsieur Clerc le sait, il a suivi le projet parce qu'il était, je me souviens qu'il s'intéressait au projet que nous avons fait Royal. Nous faisons les choses dans l'ordre et nous n'essayons pas comme des cow-boys de mettre les gens devant le fait accompli, puis de dire faites-nous un procès derrière, on verra. On a eu l'occasion de le faire 100 fois dans Cholet-Romasson, on ne l'a jamais fait parce qu'on s'est dit, voilà, un, c'est pas bien, et deux, ça nous retombera dessus un jour ou l'autre, donc dans ce cas-ci, on fait les choses dans l'ordre. Donc si enquête publique, on est condamné à se revoir en commission de concertation. Exact. Je dis, à partir du moment où vous êtes dans de bonnes conditions, c'est-à-dire vous venez passer un bon moment sans avoir envie de faire des problèmes, que vous êtes bien habillé, et bien habillé ça ne veut pas dire avoir des vêtements de luxe, hein, on est d'accord, ça veut dire que vous ayez fait un effort avec une chemise et des chaussures par exemple, on va éviter les sneakers, on va éviter ce genre de choses, même si j'en porte, c'est vraiment pas un problème de ségrégation, c'est vraiment un problème de dire, voilà, on veut en faire un endroit qui est respectable et respecté. On aura aussi un système de sécurité au niveau des gens. C'est-à-dire quand vous rentrez chez nous, vous devez donner votre carte d'identité. Avec cette carte d'identité, on fait un scan de votre carte d'identité et vous recevez une carte de membre. Cette carte de membre est valable 1 an. Pourquoi? C'est pas pour gagner de l'argent. Cette carte de membre va être vendue au prix où nous on l'achète. Mais par contre, il y aura toutes les informations des gens qui viennent à l'intérieur sur cette carte de membre. Pourquoi? Pour sécuriser les gens qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui veut faire des problèmes, il fait des problèmes chez nous, on a toutes ses coordonnées. Il y aura un système de caméra aussi, où on va pouvoir le repérer à l'intérieur et à l'extérieur, et on pourra lui dire, écoute Coco, t'as fait pipi sur la façade à côté, ben tu viendras plus chez nous. Et on reprendra définitivement sa carte, et on a toutes ses coordonnées, donc il sera blacklisté. Ça c'est très important. Donc chez nous en fait, on ne veut pas dire, toi ou toi tu peux rentrer, tout le monde est le bienvenu. À partir du moment où tu respectes les règles de l'endroit. On ne veut pas des dérives comme il y en a au Myrano ou dans d'autres discothèques.
Voilà, donc ça c'est très important, vous êtes la bienvenue, je vous donnerai d'ailleurs une carte avec plaisir et les riverains qui veulent venir seront toujours les bienvenus. Pour l'exposition du projet, je crois qu'on peut refaire une réunion un peu plus tard par rapport à tout ça, donc on l'expliquait, on va avoir clairement une partie de jour, donc avec des événements culturels, des concerts, on planifie un mardi, je crois qu'avec la Libre Belgique et avec CNAC, on va organiser des concerts de jazz, donc des choses un peu plus, je dirais, un peu plus fines, un peu plus culturelles. Clairement qu'on doit trouver une réalité économique. Ça c'est important, il faut que tout le monde s'en rende compte, c'est un établissement, c'est un endroit qui coûte cher, c'est un loyer qui est très cher, donc on doit y trouver une rentabilité économique. C'est vrai que le monde de la nuit apporte cette rentabilité économique. À côté de ça, on veut faire d'autres choses, et il y aura pas mal d'autres choses, vous recevrez des calendriers, vous recevrez tout un programme de choses qui va se passer et dans donc l'endroit. pour nous, ce qui est important maintenant, c'est de se dire de quoi a-t-on besoin dans le quartier. Et bien souvent à Saint-Josse, on a misé sur une chose, parce que ça marchait bien. On a fait des tours de bureau, et on laissait faire n'importe quoi autour du bureau, elles pouvaient être les plus moches possibles, c'était pas grave, ça allait nous rapporter de l'argent. Et puis on l'a vu, ben voilà, la tour Madou, elle ne nous rapporte pas un franc, elle nous coûte. Et donc, je pense qu'il faut être très attentif dans le développement d'une zone à de la variété, de la diversité. Par exemple, on manque de lieux comme celui-ci dans notre quartier. Mais par contre, on ne manque pas de boîtes de nuit chez nous. On a déjà 2 boîtes de nuit. Vous dites, on n'a rien à voir avec le Myrano, etc. Je suis sûre que votre projet a l'air d'être mieux pensé. Mais la difficulté, c'est, on le sait bien, pourquoi on ne fait pas les boîtes de nuit à Uccle et autres? C'est pas seulement parce qu'on trouve ça sympa de les faire ici, c'est parce que là-bas, les habitants n'en veulent pas. Parce que là-bas, les habitants savent se défendre, et donc on met ça au milieu des bois ou autres quand on fait ça chez eux. Parce que vous avez, j'entends toute une série de garanties que vous mettez sur la table, mais dans les faits, on sait qu'elles sont très difficiles à faire respecter. Et chaque fois qu'il y aura un problème, on dira « Ah mais c'est pas nous, hein, c'est ceux du Myrano ». Et ceux du Claridge disent déjà « C'est ceux du Myrano », et ceux du Myrano disent « C'est ceux du Claridge ». Et donc, pour nous, c'est vraiment important de réfléchir à est-ce que c'est vraiment le moment de voir 2 millions s'investir là, à cet endroit-là, vu ce qu'on espère comme progression pour le quartier. On espère qu'il y a plein de gens qui vont venir s'installer de différents milieux. Un des combats qu'on va avoir, c'est pour qu'il y ait des logements de différents niveaux, de différentes accessibilités dans ce futur quartier pour qu'il garde cet aspect vivant. Et est-ce qu'à côté d'une boîte de nuit, il y a des habitants de tout type qui vont avoir envie de venir? Moi, j'hésiterais, si j'étais eux, ces nouveaux habitants, à venir investir ici. Et donc, pour nous, on a entendu une série de garanties que vous avez mises sur la table. On va se battre à chacune des étapes. Notre conseiller communal, Frédéric Roukens, va interpeller dès la prochaine fois, pour qu'au moins au niveau des modalités, des enquêtes, parce qu'on sait que la commune peut être... Vous dites on n'a pas besoin de permis, mais si on enlève une dalle, on a besoin d'un permis. Et donc pour que chacune des étapes, pour que si vous enlevez le plafond, vous devez le... Non, la dalle a été faite après. Si vous enlevez ce qui à l'heure actuelle cache le plafond, vous avez besoin d'un permis. Donc, on aura besoin d'un permis. Il y aura une série d'étapes. Il y aura l'étape pompier, on sait qu'elle est difficile à passer. Il y aura l'enquête d'incidence, il y aura les permis d'exploitation, parce qu'il va y avoir des gigantesques systèmes qui vont rejeter l'air à l'extérieur, etc. Donc il y aura des permis d'environnement. Et donc, nous, ce qu'on s'engage, c'est à suivre chacune de ces étapes, à faire qu'elles soient notifiées. On a bien noté toutes les garanties que vous donniez aujourd'hui pour que tout ça soit inscrit. Et qu'il y ait une véritable interaction aussi avec le quartier. On le voit par exemple pour le théâtre public, il y a la possibilité pour des écoles d'organiser des choses ou d'autres. On le voit à la Tour Madou, ils avaient promis que leur auditorium sera à la disposition des habitants. Ils font tout pour que ce soit absolument impossible. Et donc je pense que tout ça doit être notifié de manière claire et précise, sinon une fois de plus, on va se faire rouler. Et on a l'habitude que ce soit le cas à Saint-Josse, donc on va vraiment être très vigilant. Vous nous avez parlé de 85 emplois, 10 extérieurs, 75. On nous avait promis sur la Tour Madou, là aussi, plein d'emplois de Saint-Josse-Tenaudois. Il y en a eu un. Donc, il y a une série de garanties qui, pour nous, vont devoir être mises par écrit pour qu'on voit, je dirais, effectivement comment cela se passe. Et vous me dites, on a acheté le bâtiment 2,6 millions. Ben, le bourgmestre a failli acheter une maison rue de la Forme 1 725 000. Eh bien nous, je pense que le projet idéal, ce serait que la commune rachète ceci pour faire un centre culturel. On a déjà du jazz, vous savez, on a déjà un centre de jazz. Par contre, on n'a toujours pas un petit centre culturel où on peut projeter un film, où on peut faire des activités pour les gens de Saint-Josse, et ça nous manque. Moi je crois à l'élévation, je crois à l'exemple, comme lui. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que dans un environnement vous avez installé quelque chose qui était mieux,
qui était plus haut de gamme, qui était mieux pensé, qui était plus sécurisé, qui apportait une autre vision. Mais il y avait deux solutions. Et je ne me réjouirais pas que le Myrano disparaisse, jamais, parce que c'est vraiment une institution, mais ils n'auront qu'un choix. C'est ou se mettre au niveau de celui qui est en face, ou ils disparaîtront. Parce qu'on nous propose de racheter le Myrano, c'est évidemment pas l'objet. Mais très clairement, si vous amenez une compétition déloyale, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus attirant ou sécurisé, ou en tout cas qui donne plus envie, bah, forcément la compétition s'installe. La compétition, ce sera où ils se mettent au niveau, où ils disparaissent. Donc en fait, la logique économique prendra le dessus sur l'ajout en fait de nuisance sur nuisance sur nuisance. Ça, c'est ce que je pense. Et je voulais répondre à monsieur quand il parlait qu'on devrait racheter le Myrano et que la commune devrait racheter le bâtiment et qu'on trouverait des fonds ou autres quelque part qui feraient que... Ça, c'est de nouveau faire rêver les gens en leur disant qu'on peut faire des choses. C'est totalement impossible et tout le monde le sait. Il faut être clair avec ça. Dites-vous bien que s'il n'y a pas des gens privés qui ont envie d'investir leurs propres fonds dans des projets de développement de qualité, il n'y a personne qui va le faire. Et vous êtes tous bien placés pour le savoir que l'environnement politique de la commune n'a pas les moyens de pouvoir le faire. Et d'autres communes ne vont pas aussi le faire. Donc, restons pragmatiques, allons, faites des choses. Je crois qu'on vit dans un monde où il y a déjà assez d'entraves, il y a déjà assez de problèmes. On a tous des problèmes, je pense, il y a déjà assez de contraintes. Si les gens ne veulent pas évoluer, ne veulent pas aller de l'avant, ne veulent pas aller vers le haut, comme le disait madame, ils vont aller vers le bas. Tout simplement, ils vont glisser vers le bas. Parce que personne ne va rien faire. Et j'ai beau regarder la rue, il y a beaucoup de chantres, il y a beaucoup d'endroits abandonnés, des rez-de-chaussée commerciaux où les gens se foutent complètement de leur façade et se disent que ben voilà, moi je gagne de l'argent en bas, en haut, ben écoute, advienne que pourra. Et je crois que si on regarde toutes les fenêtres ici en haut, il n'y a aucune habitation et il n'y a personne. C'est un mauvais exemple. En fait, je peux prendre le micro. Mais je voulais juste terminer ce que je voulais dire. Donc, pour l'instant, ce bâtiment est un chantre. Vous ne connaissez pas le quartier, hein? Parce que ça, vous parlez comme quelqu'un qui ne connaît pas l'historique du quartier. Je peux vous prendre le micro de minutes. En fait, quand vous investissez quelque part, vous savez, moi j'ai travaillé aussi dans le secteur bancaire. Évidemment, je n'ai pas la fortune qui suit derrière, mais je peux vous dire une chose. Avant d'investir quelque part, on fait une étude de marché, et je présume que M. Thierry a dû la faire. En fait, quand vous prenez l'exemple en disant personne n'est habité, bien sûr, puisque le 3/4 de la rue, et monsieur l'a dit en substance, a été marqué par un seul investisseur qui en a fait évidemment, d'ailleurs on voit ses vitrines et ses emblèmes ici en face, effectivement il n'y a plus personne, on a foutu tout le monde dehors. Et il est un fait, c'est qu'en plus ce monsieur, quand il quittera, et il se murmure que ce sera très bientôt, évidemment il va laisser une rue défigurée. Une rue martyrisée. Je vous dis sincèrement, et je pense que beaucoup de gens ont dû vous le dire, en fait, on n'a rien contre vous. Je pense que vous arrivez à un moment clé, mais à un mauvais moment. Et quand vous dites que vous êtes là pour investir et vous êtes là pour faire remonter les gens, mais oui, mais les gens ici, ce qu'ils veulent, c'est d'abord pouvoir dormir. Car ces gens, eux, habitent vraiment la commune. Ils dorment vraiment ici. Et on ne doute pas un seul instant du bien fondé de votre projet. On ne doute pas un seul instant de cette volonté de vouloir rassurer tous les habitants. Mais vous devez ne pas douter un seul instant que les habitants qui sont ici présents en ont ras-le-bol. Ils en ont marre du bruit. Ils veulent du respect. Et en fait, je pense que le leitmotiv quand on investit, quand on est habitant et quand on est décideur politique, c'est le respect. Et en fait, le problème, vous êtes arrivé dans une commune de Gaulois où on n'est plus respecté. On a Jules César qui nous a manqué de respect pendant des années. Et aujourd'hui, ces gens veulent qu'on reconnaisse leur statut d'habitant. C'est tout. Mais on n'a rien contre vous, on n'est pas antagoniste au point de départ. Écoutez, c'est une très très bonne remarque que vous venez de faire. Et justement, vous parlez d'être dans une commune de Gaulois. Et dans une commune de Gaulois, il faut peut-être avoir la potion magique. Voilà. Où est panoramique? Voilà. Alors, si je peux me permettre, vous avez dit qu'il y a Jules César qui est là-bas et que vous êtes les pauvres petits qui ne savent pas se défendre. Nous, on vient, je loue ici, donc je vais être locataire. Donc quelque part, je suis logé à la même enseigne que vous. Donc, avec notre arrivée, vous avez certainement aussi un support quelque part, à un certain niveau. On va faire pas mal de choses dans cet endroit. Vous parliez du fait que les gens allaient quitter ici. Ben pour qu'on ait de nouveaux locataires, des gens qui ont envie de revenir, il faut leur offrir quelque chose.